On se retrouve donc pour la deuxième partie du tutoriel consacrée aux particules dans 3ds Max. Dans la première partie, on a vu les systèmes de particules rudimentaires qu'on peut trouver ici. Onglet Create Particle System. On les a à peu près tous vus, mais il y en a un qu'on n'a pas encore vu, c'est celui-ci, le PF Source. Donc, c'est parti, comme pour les autres. Je le crée dans ma scène et on a une icône. Je vais m'afficher en plein écran. Et si on se déplace dans la timeline, on a bien des particules qui partent de cette icône dans la direction indiquée par la flèche. Et si on vient dans l'onglet Modify, ici, pour voir les paramètres de notre PF Source, alors on ne va pas s'attarder sur tous ces paramètres, on aura l'occasion de les voir un peu plus tard. On va directement cliquer sur ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, le Particle View. Quand on clique dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Alors c'est une fenêtre qu'on n'a jamais vue avant, elle est propre au Particle Flow. Elle n'existe pas pour les autres systèmes de particules de 3ds Max. Et c'est une fenêtre qui va tout simplement nous permettre de créer des particules et de contrôler leur comportement. Alors pour ouvrir cette fenêtre, on l'a vu, on peut cliquer sur le Particle View, comme ceci. On peut aussi utiliser le raccourci 6 du clavier. Alors pas le pavé numérique, les numéros au-dessus des lettres, donc le 6, qui va permettre d'ouvrir et de fermer le Particle View. Donc on va décortiquer l'interface ensemble. Alors tout en haut, on a le menu avec des options d'affichage, d'édition, de sélection et des petits outils qui vont nous être utiles dans certaines situations. Au centre, on a le Particle View. C'est donc l'endroit dans lequel on va travailler. Et juste en dessous, on a ce qu'on appelle le dépôt. Si vous n'avez pas cette partie de l'interface, c'est soit qu'il n'est pas affiché ici dans Display, dépôt, ou bien qu'il est très replié. Et dans ce cas, il va falloir venir le chercher avec la souris, le déplier et le remonter. Alors le dépôt, c'est comme une grosse boîte à outils. Vous voyez qu'on a accès à beaucoup d'éléments qui sont en fait des opérateurs. Chacun de ces éléments que je survole est un opérateur à part entière, avec ses propriétés et son utilité. Si je veux utiliser ces opérateurs, je peux les sélectionner depuis le dépôt et les faire glisser dans le Particle View. Donc l'opérateur a été créé, il est automatiquement encapsulé dans un event. Un event, c'est comme une boîte de rangement dans laquelle on va pouvoir venir empiler nos différents opérateurs. On les reconnaît parce qu'ils sont orange, vous voyez, et qu'ils ont une petite ampoule sur la droite. Si on clique sur cette ampoule, l'event est désactivé. On peut mettre autant d'opérateurs qu'on veut dans un event. On peut les empiler. On peut venir écraser un opérateur déjà présent, donc le remplacer. Je peux aussi prendre un opérateur et le glisser dans la vue pour créer un nouvel event. En fait, un opérateur ne peut pas exister en dehors d'un event. Donc si j'essaye de déplacer un opérateur en dehors d'un event, encore et encore, vous voyez qu'à chaque fois, un nouvel event se crée dans lequel se trouve l'opérateur avec un opérateur display, on verra plus tard à quoi il va nous servir. Pour supprimer un event ou un opérateur, je peux soit supprimer l'event, ce qui va supprimer l'event et tous les opérateurs à l'intérieur, soit directement l'opérateur en le sélectionnant d'abord et en le supprimant avec la touche Sup ou clic droit Delete. Le clic droit nous apporte des options, comme pouvoir créer directement nos opérateurs sans passer par le dépôt. On remarque déjà qu'il y a différents types d'opérateurs. On verra ensemble à quoi ils servent, à quoi ils correspondent et comment les utiliser. Pour nous déplacer dans la vue, on peut zoomer ou dézoomer avec la molette, ou maintenir la molette appuyée et panoter. Tout se fait avec la souris. Donc, je vais supprimer ce que j'ai créé ici, et on va revenir à ce qu'on avait créé à la base, à savoir un PF Source. Et donc, en fait, les particules qui sont dans la vue ici correspondent au système de particules présent ici. Et donc, on va ensemble décortiquer à quoi correspondent ces opérateurs pour comprendre comment fonctionnent les systèmes de particules. Donc, Particle Flow, c'est un système de particules. Il fonctionne sur un système d'event, d'opérateurs et de cascade. Si je désactive le PF Source 1 en haut, alors tout le système s'éteint. Si je le réactive, le système se réactive. Vous voyez que ce PF Source 1 est relié à cet event ici. Quand on sélectionne un objet dans le Particle View, ses paramètres apparaissent sur la droite. On peut donc sélectionner un PF Source, un opérateur ou un event. Les paramètres sont propres à l'élément qu'on a sélectionné. Le PF Source n'est pas un event. Alors il est orange, il a une petite ampoule, mais ce n'est pas un event. C'est en fait la représentation de l'icône qu'on a dans la scène. Si je clique sur l'icône et que je vais dans l'onglet Modify de Max, on se retrouve avec ces paramètres, émission, sélection, système management, script. Si je clique ici, on se retrouve avec à peu près les mêmes paramètres, on en a un peu moins, mais on a émission, système management et script. On a le système setup ici qui en fait nous permet d'ouvrir
le Particle View est d'allumer ou d'éteindre le système. Si j'appuie sur la petite ampoule, vous voyez que le système ici se désactive. Et on a le sélection qui va nous permettre de sélectionner des particules. Pour l'instant, on laisse ça de côté. Mais globalement, en fait, si on clique ici sur PF Source, on a les mêmes paramètres. Si je vais dans Émission, ici et ici. Si je modifie les paramètres du PF Source ici, il se modifie, vous voyez, en temps réel ici. Le PF Source, c'est donc l'icône qu'on a dans la scène. Il y a donc une différence entre les PF Source, qui vont être les icônes, et les events, qui vont encapsuler les différents opérateurs qui vont nous permettre de contrôler nos particules. Alors ces opérateurs, ici, on va tous les désactiver, un à un. Pour les désactiver, vous cliquez sur leur petite vignette sur la gauche, et on va pour l'instant laisser le burst. Le burst, c'est simplement ce qui va nous permettre de faire naître les particules. Alors là, vous voyez qu'elles n'apparaissent pas. On a pourtant de la frame 0 à la frame 30, 200 particules qui sont censées apparaître. On ne les voit pas, pourquoi? Parce qu'elles ont été créées, mais elles n'ont aucune indication de l'endroit où elles doivent apparaître. C'est le rôle du position icon. Le position icon va déterminer l'endroit où doivent apparaître les particules, à savoir sur l'icône. Tout à l'heure, on a pu voir qu'un opérateur display existait. Le display va simplement permettre d'afficher les particules dans le viewport. Il n'a rien à voir avec le rendu. C'est simplement un affichage du viewport. Et vous voyez que si j'allume mon position icon et mon display, les particules apparaissent sur l'icône et sont bien affichées dans le viewport. Le display va nous permettre d'afficher nos particules de différentes manières. Ici, des ticks, mais on peut choisir des cercles, des petits diamants, des petits losanges, des petites boxes, des petits points. On peut afficher leur ID. On verra plus tard à quoi correspondent les ID. Et on peut surtout choisir leur couleur. Ici, je veux mettre du rouge. Je vais les afficher en un peu plus gros pour que vous puissiez bien les voir. Et voilà. Vous verrez aussi qu'on pourra afficher les mèches, comme on l'a déjà vu avec les anciens systèmes de particules. Il y a une différence entre ce qui est affiché et l'information de la particule. Par exemple là, je vais pouvoir donner à ma particule une information de shape. Je lui demande d'être un cube 3D. Sur chaque particule, il y aura un cube 3D, donc une géométrie. Pourtant ici on ne voit que des cercles parce que j'ai choisi d'afficher des cercles, mais je peux complètement lui demander d'afficher la géométrie. Et là, les particules sont des cubes 3D. Elles apparaissent bien de la frame 0 à la frame 30, il y en a 200. Les particules pour l'instant ne bougent pas, c'est normal, c'est le rôle de l'opérateur speed. J'active mon opérateur speed. Speed, c'est donc une information de vitesse, un opérateur qui va donner une vitesse aux particules. En l'occurrence ici, la vitesse se fait along icon arrow, ce qui signifie en suivant la direction de la flèche de l'icône. Je peux inverser cette vitesse en cliquant sur reverse ou bien en décochant reverse et en mettant une vitesse négative ici. Je peux également ajouter une variation de vitesse et une divergence. Si j'augmente la divergence, vous voyez que les particules suivent une direction différente. Je peux aussi demander à mes particules de suivre une direction random 3D, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas suivre la flèche, elles vont simplement se diriger dans l'espace 3D de manière random horizontale. Si j'enlève la divergence, vous voyez que mes particules se dirigent que sur un axe, mais de manière random. L'opérateur rotation, quant à lui, va nous permettre d'ajouter une rotation, ici en random 3D, à nos particules. On peut aussi définir nous-mêmes les axes de rotation en world space. Je peux modifier la rotation des particules, comme je le souhaite, en temps réel. Rajouter de la divergence, demander à ce que la divergence ne se fasse que sur un axe, de 0 à 1 ici, en fait c'est un pourcentage, c'est une valeur normalisée d'un pourcentage, 0, 1, là par exemple la divergence ne se fait que sur l'axe Y, et un peu sur l'axe Z si j'augmente cette valeur, et un peu sur l'axe X si j'augmente cette valeur, vous comprenez ? Voilà comment fonctionne basiquement un système dans PFlow. Alors vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Ce que je vous recommande, toutefois, c'est d'utiliser deux écrans. Un pour afficher votre vue 3D et le deuxième pour afficher, je ne vais pas le faire ici parce que j'enregistre le tuto, mais pour afficher votre PView parce que parfois, les systèmes de particules PFlow peuvent prendre beaucoup de place et vous avez besoin d'avoir une grande fenêtre sur un écran entier. Ça peut vous permettre de mieux travailler, d'avoir une vue d'ensemble de votre travail. Le plus intéressant, ça reste de vous montrer comment fonctionnent les events, à quoi ils servent, comment on peut en tirer profit parce que pour l'instant, ce qu'on a là, en fait, on pourrait très bien l'avoir dans un système de particules classique, hein, un PArray par exemple ou un super spray. Donc je vais supprimer ce PFlow. Et je vais en créer un autre. Alors comment on en crée un? Soit on passe, comme je vous l'ai montré, par le Particle System ici, PF Source, soit on peut aller directement ici et construire nous-mêmes à la main notre PFlow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un empty flow qui en fait correspond à une icône. Vous voyez que dès que je le crée, une icône se crée dans ma scène. Je peux lui choisir sa forme, la taille de son icône, qui va simplement nous indiquer la direction que pointe l'icône, la taille de l'icône en elle-même. Vous voyez qu'ici,
Par défaut, il n'affiche que 50% des particules comme sur les autres systèmes, on en a déjà parlé. Le mieux, c'est de passer directement à 100%. Comme ça, les particules qu'on a dans le viewport sont aussi celles qu'on aura au rendu. Ici, pareil, on peut augmenter les limites de pflow. Ce chiffre-là représente la limite de particules pouvant être générées par ce système. Vous allez voir qu'on pourra utiliser plusieurs systèmes dans le particle view. Pour chaque système, ici, on a des paramètres spécifiques. Et ici, l'integration step. Ici aussi, il vaut mieux travailler de manière égale entre le viewport et le rendu. Soit vous passez en frame pour les deux, soit vous mettez en half frame. En tout cas, il faut toujours avoir la même chose au viewport et au rendu. Sinon, vous allez travailler dans le vide. Vous allez faire une animation dans votre viewport, ça va vous plaire, et au moment de faire le rendu, ça ne marchera plus du tout. Vous n'aurez pas la même chose parce que au rendu, les paramètres sont différents. En fait, l'integration step, on verra un peu plus tard à quoi ça peut servir, mais comprenez déjà que ça va nous servir surtout à affiner la simulation. Plus on va augmenter ce chiffre-là, un quart, un huitième, plus la simulation sera précise, mais plus ce sera lourd aussi, plus ça va mettre du temps à calculer. Donc maintenant on a créé notre PF source, on va vouloir créer des particules. Comment on fait? Ça va nous permettre de réviser un peu aussi. Alors il faut savoir que pour créer des particules, il faut absolument passer par un burst. Le burst, c'est ce qui va faire naître les particules. On a différents types de burst. Le burst normal, en fait, va nous permettre de spawner des particules, vous voyez, une quantité de particules, soit en amount, soit en rate, on a vu déjà la différence dans la première vidéo, sur une certaine durée, un certain nombre de particules. C'est aussi simple que ça. On va faire naître des particules, on va lui dire d'utiliser une position icône, donc il va aller se placer sur les icônes, et là on voit pas nos particules, pour l'instant notre icône n'est reliée à aucun opérateur, aucune information, aucun event. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ici notre icône, notre PF source 1, à notre event. Et là, vous voyez que nos particules apparaissent. Alors, elles sont grises, je vais les passer en blanc pour qu'on puisse bien les voir. Et là, elles ne bougent pas, tout simplement parce qu'on n'a pas d'information de vitesse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre cette icône, je vais la soulever un peu, voilà. Je vais faire naître mes frames tout en même temps, et je vais leur donner, disons, une force. Tout à l'heure, on a utilisé un speed, là, je vais utiliser une force. Donc, une force, comme pour les autres systèmes de particules qu'on a vu avant, on va aller chercher une gravité. On va la dessiner dans la scène, mais contrairement aux autres systèmes de particules, on ne va pas passer par le bind to space warp. En fait, on va simplement aller chercher la force ici dans l'opérateur force, on va aller chercher notre force en l'ajoutant comme ça, et vous voyez que nos particules subissent la gravité. Alors on peut définir l'influence de la gravité ici, pour l'instant elle est à 1000%, je peux très bien la mettre à 100%, je peux très bien lui donner une valeur négative, et dans ce cas mes particules au lieu de tomber, elles vont remonter. Je peux la mettre à 0, dans ce cas il se passe rien. Je peux aussi aller jouer avec ma force directement ici, mais voilà, on peut le faire de deux manières. Alors, imaginons que je crée une sphère, et que je veuille que mes... Alors, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir deux écrans? Parce qu'on est vite dépassé, c'est un peu le bordel. Imaginons que je veuille faire tomber ces particules sur ma sphère. Comment je ferais? Eh bien, il y a un opérateur ici qui s'appelle collision. On va l'utiliser. Donc, j'ajoute mon collision et je vais venir chercher ma sphère. Alors, je ne peux pas la chercher directement comme ça. Il va falloir que je passe par un déflecteur. Les déflecteurs, vous vous souvenez, on en avait utilisé un. On avait utilisé le déflecteur basique. Là, on va vouloir un déflecteur qui nous permet d'utiliser une géométrie. Alors, il y en a plusieurs qui font ça. Nous, on va utiliser le U-déflecteur parce qu'il est très simple. Donc, on prend l'objet, on le crée dans la scène. Et c'est dans ce déflecteur-là qu'on va venir chercher notre sphère. Donc, on vient piquer l'objet sphère. Et ici, on va chercher non pas la sphère, mais le déflecteur. Et vous allez voir que nos particules vont rebondir sur notre sphère. Alors très bien. Maintenant, imaginons que ces particules soient des gouttes d'eau. Et donc, il faudrait logiquement que ces gouttes d'eau glissent sur la sphère. Comment je fais ça? Alors vous allez me dire, on enlève le bounce. Alors déjà, on va enlever le bounce. Les particules viennent glisser sur la sphère, mais elles ne restent pas dessus. Vous voyez qu'elles tombent. Ça peut être joli, hein, ça peut être intéressant, mais moi, je veux qu'elles restent sur la sphère. Comment je vais faire? Eh bien, il y a un opérateur, encore une fois, pour ça, qui s'appelle le logbound, qu'on va venir juste glisser dans la pile des events. Et en fait, le logbound, lui, va servir à accrocher nos particules à une surface. Alors, vous voyez que pour chaque opérateur, il y a une petite description qui peut vous permettre de vous aider. Il y a aussi, il faut le savoir, il y a une aide d'Autodesk sur Internet qui concerne Particle Flow. Donc, n'hésitez pas à la consulter si jamais vous avez des questions en particulier. Il y a aussi des groupes Facebook, etc. Donc, il y a vraiment une communauté autour de 3ds Max et des systèmes de particules. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Donc, on va regarder la description du logbound. Logbound attache particle to an object. Donc c'est ce qu'on veut, attacher nos particules to un objet. The attachment can be rigid or flexible. Désolé pour mon accent. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'on peut moduler la manière dont les particules sont attachées. C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous, on va attacher les particules à l'objet. On va juste sélectionner notre objet pour l'instant. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Nos particules ne bougent plus. En fait, pour l'instant, le logbound, il est setupé comme ça. Donc log to object. Et c'est pour ça que
les particules perdent toute information de vélocité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent accrochés à la surface. Lock to surface. Animated surface, non, on n'a pas besoin de le cocher, puisque la sphère ne bouge pas, mais si la sphère bougeait, et si vous avez une géométrie qui bouge, vous pouvez évidemment cocher Animated surface. Snap to surface. Alors là, on voit que les particules tombent sur la surface de la sphère, mais on voit qu'elles tombent directement sur la surface de la sphère. Il n'y a plus cette animation, elles ne glissent pas. On n'a plus rien là, on a juste des particules fixes sur notre sphère. Donc ça va pas du tout. Les events vont nous permettre de faire transitionner les particules d'événement en événement en fonction de tests. Vous allez comprendre. Je vais désactiver mon lockband. Donc là, on a nos particules, comme tout à l'heure, qui tombent. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos particules s'accrochent à la sphère à partir du moment où elles sont entrées en collision avec elle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déporter ici notre lockband dans un nouvel event, simplement en l'enlevant de l'event 1. On va relier ce nouvel event à collision. Ici, vous voyez que collision peut agir comme un test. Tous les opérateurs qui ont cette petite sortie ici, en fait, sont des opérateurs test. C'est-à-dire que ce sont des opérateurs qui vont pouvoir envoyer des particules dans d'autres events si un test est rempli. En l'occurrence, le test du collision, c'est la collision. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'opérateur collision et que vous allez dans ses paramètres, vous voyez ici, en dessous du U-deflector qui a été choisi, test true if particles collide, is slow after collision, if fast after collision. En fait, tout ça, ça va servir de test. Actuellement, le test est valide si les particules entrent en collision avec l'objet. À partir du moment où une particule entre en collision avec l'objet, alors la particule est envoyée par l'opérateur collision dans l'event suivant. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Les particules deviennent vertes parce que dans l'event suivant, le display affiche des particules vertes. On va afficher des petits cercles. Actuellement, le lockband, vous voyez, il est désactivé. Il est grisé. Si je l'active, nos particules tombent et viennent se coller à la sphère. Alors nous, ce qu'on veut, c'est déjà mieux, mais nous, ce qu'on veut, c'est que nos particules continuent de tomber. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est réutiliser la gravité qu'on a ici dans cet event. Parce que là, actuellement, il n'y a plus de force dans cet event. Vous voyez, il y a juste un lockband et un display. Donc, on va sélectionner notre gravité. On maintient Shift enfoncé. On drag and drop dans le nouvel event. Et vous voyez que j'ai maintenant ma force ici dans cet event. Il se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que si on vient voir plus près dans le lockband, il y a un paramètre qu'il va falloir changer, c'est le for acceleration. Actuellement, le lockband, il est paramétré pour que les particules soient collées à la surface. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent à la fois être collées à la surface et se déplacer sur la surface. Donc on va cocher ce paramètre, for acceleration, et on va mettre un grand chiffre. Mettons 500. Alors là, vous voyez qu'elles vont pouvoir se déplacer sur la surface, mais qu'elles ne sont pas vraiment sur la surface. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un entre-deux. Les particules continuent de bouger, elles semblent suivre une direction qui ressemblerait à celle de la surface. Elles descendent, elles ne sont pas complètement collées, elles ne sont pas figées. Et si on vient cocher ce paramètre restrict to surface, alors nos particules vont être à la fois collées à la surface, tout en étant en capacité de se déplacer sur la sphère. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Alors là, les particules remontent parce qu'en fait, si on suit le chemin, les particules qui descendent ont une inertie, une force, et quand elles arrivent en bas, eh ben elles sont encore soumises à cette force. Et si j'étends ma timeline et que je continue l'animation, en fait ça peut continuer pendant très longtemps comme ça. Tant que la gravité agit, les particules elles sont soumises à des lois physiques. Elles vont perdre un peu plus à chaque fois de leur effet, et elles vont finir à un moment donné par s'immobiliser. Nous ce qu'on veut ici, c'est à peu près ça, sauf que c'est beaucoup trop rapide pour des gouttes qui viendraient tomber et couler sur une surface. Là on n'y est pas encore, donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut baisser la gravité, la mettre à 10%. Là vous voyez que ça tombe un peu moins vite. Et on va utiliser une nouvelle force qu'on a déjà utilisée avant, qui s'appelle le drag, qui va nous permettre de ralentir la simulation pour avoir quelque chose de plus doux. Donc, je viens créer un drag ici, dans mes forces. On voit qu'on a le drag. Au même titre qu'une gravité, je peux venir le créer dans la scène. Alors, ce que je peux faire, c'est soit rajouter le drag directement à la force qu'on a déjà ici. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir modifier le drag et la gravité individuellement. Ce sera un paramètre qui va contrôler les deux. Donc ce que je préfère faire, c'est séparer les deux forces. Comme ça, j'ai un contrôle total sur la gravité et sur le drag. Donc je crée une force, j'ajoute le drag. Et vous voyez que là, les particules ont ralenti. Mais elles ne ralentissent que dans cet event. Elles tombent toujours à la même vitesse ici. Et une fois qu'elles ont touché la surface, alors il y a quelque chose, il y a un petit côté visqueux, vous voyez, elles ont ralenti. Je vais en mettre un peu moins pour que la simulation soit vraiment fluide. On va en mettre une vingtaine. Et une goutte d'eau, généralement, elle laisse une trace derrière elle, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment je pourrais faire ça? En fait, il faudrait que mes particules créent d'autres particules pendant qu'elles tombent. Alors, il y a un opérateur qui permet de faire ça, qui s'appelle le spawn. Alors le spawn, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, on voit qu'il a une petite sortie de test ici. Ça veut dire que c'est un opérateur qui va pouvoir envoyer des particules dans un autre event.
À la différence que la collision, lui, ne va pas créer de particules, ce que le spawn, lui, va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le spawn et le glisser dans l'event 2. Je le désactive pourquoi? Parce que c'est un opérateur qui peut faire planter votre 3ds Max. Donc en fait, vous allez pouvoir vraiment avoir des crashs de scène si jamais vous l'utilisez mal. Donc ce qu'il faut absolument faire avant d'utiliser un spawn by travel distance ou par seconde, c'est de relier préalablement l'opérateur à un event. Sinon, en fait, ça va créer une boucle infinie et votre ordinateur va pas aimer. Donc on réactive le spawn. Donc là, on va mettre des particules rouges pour bien voir la différence. On avait des vertes ici qui glissent contre la surface, on va avoir des rouges. Et là, on a des rouges qui sont créés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le spawn, comme son nom l'indique, sert à faire spawn des particules. Ici, il est paramétré en once. Donc, dès qu'elles sont entrées en collision avec la sphère, elles rentrent dans cet event, elles subissent la gravité, le drag, le lock band, et pour finir, le spawn. Elles spawnent une particule qui est envoyée ici. Et c'est ce qui se passe ici, hein, on le voit bien. Alors évidemment, les particules rouges, elles continuent leur chemin. Elles ont une valeur d'inherited, c'est-à-dire que les particules maman transmettent à leurs enfants. En particules, il y a les parents et les enfants. Les particules mères ici, elles vont créer des enfants avec le spawn et elles vont leur transmettre une partie de leur vitesse. Ici, on voit qu'elles leur transmettent 100% de leur vitesse. Si je mets 0, vous voyez que les nouvelles particules qui viennent d'être spawnées restent sur place, tout simplement parce que ces nouvelles particules n'ont aucune information de vitesse. Elles viennent d'être spawnées, mais elles n'ont nulle part où aller. Nous, on veut que nos particules vertes ici, qui sont pas très vertes d'ailleurs, on va les mettre en bleu. Non, c'est pas une bonne idée parce que la sphère est déjà bleue. On va les mettre en blanche. Nos particules, ce qu'on veut, c'est qu'elles laissent une traînée de petites particules derrière elles, comme une goutte d'eau le ferait sur une surface. Donc pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est le by travel distance. By travel distance, c'est-à-dire que, comme vous voyez, les particules vont spawn d'autres petites particules en fonction de la distance parcourue. C'est ça le principe du by travel distance. Et plus on augmente cette distance, moins il y a de particules, puisque en fait les chiffres ici correspondent à ce que vous avez ici. Si vous ne le saviez pas, si vous allez en Customize Unit Setup, moi je suis en Generic Units, mais si j'étais en mètres ou en centimètres, ici on verrait afficher en centimètres les distances. Là, actuellement, je suis en générique unique, donc pour faciliter les choses, je vais dire en centimètres. Donc, tous les 2 cm parcourus, les particules vont spawn une nouvelle particule et l'envoyer ici dans cet event. Il se passe quoi si j'enlève le lien entre cet event et le spawn? Eh ben, les nouvelles particules ne vont pas aller dans cet event, elles vont rester dans cet event et elles vont se retrouver dans une boucle infinie puisque elles seront dans cet event, vont subir tous les opérateurs qui seront là jusqu'au spawn, elles vont spawn elles-mêmes d'autres particules qui vont se retrouver dans cet event, subir tous les opérateurs, spawn, 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 et c'est ça qui fait que vous allez à un moment donné cracher en fait. Enfin, votre 3ds Max en tout cas va planter. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez le spawn by travel, il est très recommandé d'utiliser, même obligatoire, d'utiliser un event auquel vous le reliez. Si vous utilisez le spawn en once, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Le rate en fait ne va pas dépendre de la distance parcourue, il va juste envoyer un flux constant de particules. Donc peu importe la distance parcourue, on aura toujours un flux constant de particules. Sauf que du coup, on n'a pas quelque chose d'uniforme, parce que si vous regardez ici, la particule à un moment donné a accéléré ici, ralenti, et on peut le voir ici, puisque ça ne dépend pas de la distance parcourue, c'est juste un flow continu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du by travel distance. Et donc là, on a nos petites gouttes qui coulent. Alors la traînée, je la trouve un peu longue. Ce qu'on peut faire, c'est venir supprimer les particules au bout d'un moment pour que la traînée paraisse plus courte. On va utiliser donc un delete. On va le glisser ici. Alors là, par défaut, il supprime toutes les particules. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il les supprime en fonction de leur âge. Donc on veut que les particules survivent quelques frames. Donc on va mettre 5 frames avec une petite variation de 1. Vous voyez que peut-être pas assez, on va mettre 20. Et vous voyez que là, on a des petites traînées qui viennent s'effacer au fur et à mesure de la distance parcourue. Vous voyez qu'on a déjà plusieurs events. Un event qui fait spawn les particules, les fait tomber ici, les fait entrer en collision avec la sphère. Un event qui colle les particules à la sphère et les fait glisser dessus. Et un event qui s'occupe en fait de la traînée, des petites traces laissées par les particules qui sont en train de tomber. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre ce logband là et de le dupliquer pour le mettre ici. Comme ça, on est sûr que ces particules-là vont toujours rester collé aussi à la sphère. Donc vous voyez, vous commencez probablement à percevoir l'utilité des events. Maintenant, si j'ai envie d'avoir à la place de la traînée de particules une traînée de petites sphères qui soit de plus en plus petite en fonction de la longueur, comment je fais? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, si on veut avoir des petites sphères, il faut utiliser un opérateur shape. C'est celui-là. Je vais le placer ici. Ici, quand je sélectionne mon opérateur shape, je vais regarder ses paramètres et je vois que dans ses options, il me propose différents types de shapes. Alors des shapes 2D ou des shapes 3D. Il me propose une taille, un scale, une variation de scale, de générer des coordonnées de mapping, mais ce que je remarque, c'est que je ne vois pas ma shape. Pourtant, j'ai une shape ici. Vous l'aurez compris, il faut afficher ici la géométrie dans l'opérateur display, parce que pour l'instant, j'affiche des ticks. On voit donc que nos shapes apparaissent. Elles sont un peu grosses, donc je vais aller les diminuer ici. Voilà. On se retrouve donc avec des cubes. Moi, je veux des petites sphères. Alors, on a 2 sphères disponibles. On va prendre les sphères à 20 faces, c'est plus léger. Vous voyez, c'est vraiment des sphères low poly.
et on va regarder ce qui se passe. Alors là, on n'a pas perdu nos sphères, c'est juste que maintenant, il faut que nos opérateurs, on les passe aussi en géométrie pour continuer de les voir, puisque je vous rappelle que les particules naviguent d'event en event, et il faut évidemment changer les affichages. Si j'affiche la géométrie sur les 3 events, on voit bien des petites sphères qui sont spawnées, ici. Maintenant, je voudrais que mes petites sphères se réduisent avec l'âge. Alors comment faire ça? Eh ben, on va utiliser un opérateur qui s'appelle Scale, ici. Scale Controls Particle Size. Il n'est pas plus clair comme description. Et on va le mettre ici. On peut renommer nos events. Hein. Je vais le renommer traînée de particules. Celui-là, je vais le renommer particule maman. Et là, je peux le renommer, par exemple, particule émission. Voilà, on peut absolument tout renommer dans Particle Flow, sachez-le. Chacun de ces opérateurs, de ces events, et même les petites flèches là qu'on a ici, ce sont des objets à part entière qui existent dans 3ds Max. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bah à pas grand chose, sinon que quand vous devez merger un système, vous avez plusieurs systèmes, imaginons, et qu'il y en a un qui s'appelle, je sais pas, goutte d'eau, et que l'autre qui s'appelle étincelle. Si vous avez une autre scène et que vous voulez merger juste les gouttes d'eau, eh ben vous allez pouvoir filtrer comme ça, en mergeant dans les options de merge, que les gouttes d'eau, si vous avez bien tout renommé, parce qu'il faut bien tout renommer. Là, on veut que nos petites sphères réduisent en taille. Donc on prend l'opérateur scale, on le met dans la traînée de particules puisque c'est cette traînée de particules qu'on veut faire réduire en taille. Et ici, vous voyez qu'on a plusieurs options. Alors déjà, le scale factor, c'est en fait la taille de nos particules. Là, vous voyez que je modifie juste le Y, je me retrouve avec des espèces de sphères aplaties. Ce que je veux, moi, c'est garder des proportions contraintes. Donc je coche Constraint Proportions, comme ça, voilà, je peux régler. Si je veux avoir des sphères plus petites ici. Là, donc j'ai réussi à régler la taille de mes sphères, mais on voit que elles ont toutes la même taille. Donc je les voulais plus petites, mais elles sont toutes plus petites. Moi je voulais un dégradé. Je voudrais que ici elles soient plus grosses qu'ici, qu'ils soient plus grosses qu'ici, ici, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout remettre à 100. Et je vais utiliser un mode de scale différent. Je vais utiliser le Relative First. Le Relative First, c'est qu'il va regarder le scale d'avant. Donc pour l'instant, ça ne change rien à ce qu'on avait avant. Et ici, on va pouvoir l'animer ce scale sur une certaine durée de frame. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en auto-key, donc j'appuie sur N, que je vais à la frame 10, et que je passe à 0, tout simplement. Donc là, on voit pas les keyframes, tout simplement parce que faut sélectionner vraiment le P-Flow. Alors pour sélectionner le P-Flow, soit vous pouvez aller dans la scène et cliquer sur l'icône, et là vous voyez qu'on voit nos keyframes ici. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner ici le PF Source dans le Particle View, aller dans Select, Assign Selection to Viewport, et vous voyez que dans le Viewport, ça va me sélectionner ma petite icône Particle Flow. Donc voilà, ici donc je vois mes clés, et là on voit plus mes particules. Alors elles n'ont pas disparu, hein, c'est juste qu'on les voit plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues instantanément trop petites. Alors on va retourner dans le scale, on voit que dans Animation Offset Keying, on est en Absolute Time, c'est-à-dire que le scale ne va pas dépendre de l'âge des particules, va dépendre simplement de la timeline. Puisque j'ai animé de la frame 0 à 10, et ben il considère que quand les particules elles arrivent ici, on est déjà à la frame au moins 30, vous voyez, et ben elle est censée déjà être à 0, puisque ici on est à 0. Ce que je veux, moi, c'est que cette animation-là, elle se répercute sur cet event-là, en particulier, en fonction de l'âge des particules. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Particle Age. Et là, vous voyez que l'animation que j'ai créée ici va se jouer sur 10 frames, mais à partir du moment où les particules ont été créées. On a bien une réduction de la taille des particules en fonction de leur âge. Je suis content, j'ai mon animation. Le problème, c'est que du coup, il n'y a pas assez de particules. Donc pour augmenter le nombre de particules, j'ai juste à réduire le step size ici, ce qui fait qu'il y aura un spawn qui va être un peu plus dense. Je vais le réduire à 0,5 par exemple. Et là, vous voyez, on va les laisser un peu plus longtemps. On va modifier ce scale pour qu'il soit sur une durée plus longue. Et là, vous voyez, on a des petites gouttelettes. Si je les passe en blanc ou en bleu, admettons. Vous voyez que pour l'instant, mes particules utilisent les couleurs du display, mais je peux très bien choisir d'utiliser un matériel dynamique ici, de le mettre ici par exemple, dans cet event, donc, et d'aller créer un matériau moi-même. Donc j'ouvre mon éditeur de matériaux, je vais faire clic droit, matériel, scanline, standard, on va mettre en self-illu, en vert, mettons, et on va prendre le matériau ici, et on va aller le glisser ici, dans les options du matériel dynamique. Et vous voyez que là, mes particules sont devenues vertes. L'opérateur render ici, il va me servir à rendre mes particules tout simplement. Vous voyez que si je fais un rendu, je vois mes particules. Si je décoche cet opérateur-là, mes particules ne se rendent pas. Donc j'ai besoin de cet opérateur en haut, ici, dans le PF Source, pour rendre mes particules. Maintenant, si je zoome très fort ici, vous voyez que ce qu'on remarque, c'est que les particules maman n'ont pas changé de couleur. Pourquoi? Parce que le matériel dynamique a été mis dans le dernier event. En revanche, je pourrais très bien choisir de mettre ce matériel dynamique ici, en haut. Et tout ce qui se trouve ici, en fait, dans le PF Source, va agir comme un override sur les opérateurs qui suivent.
On va passer à un autre exemple. Donc je supprime ce particule flow. Je supprime ma sphère, je garde ma gravité, je supprime ce hue déflecteur, je garde juste ma gravité et mon drag, je vais les réunir au même endroit, voilà, je vais les mettre sur le côté, et je vais créer un nouveau pflow. Alors, pour créer un nouveau pflow, on l'a vu, on peut partir d'un empty flow, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut créer ici, sinon, un nouveau particule system, standard flow. Il faut juste faire attention parce que la première fois que vous créez un particle flow dans une scène nouvelle, les paramètres vont être ceux qu'on avait au début, à savoir viewport 50%, on va être dans des configurations différentes entre le viewport et le rendu, et ça risque de poser problème. Par contre, si vous le faites une fois, normalement dans une scène, si vous recréez plus tard un particle flow dans la même scène, les paramètres seront ceux que vous avez entrés. Donc ici on voit que c'est bien paramétré. Je suis en 1/8 de frame, ça va me donner l'occasion de vous montrer aussi la différence entre 1/8, 1/4, half frame, frame, etc. Vous compreniez bien le principe des integration steps. Là ce qu'on va faire c'est une boucle. Donc on va rester sur l'idée d'une goutte d'eau. Ce que je voudrais faire, c'est une sorte de... Imaginons un robinet qui a mal été fermé et qui fait tomber des gouttes d'eau à intervalles plus ou moins réguliers. Donc pour faire ça, je pars d'un système normal. Je choisis une particule. Je vais avoir besoin d'une seule particule ici, créée à la frame 0. Voilà. Donc j'ai une particule qui se trouve ici. Moi ce que je voudrais c'est que cette particule se trouve au centre de mon icône. Donc au lieu d'utiliser dans le position icône le volume, j'utilise ici le pivot. Donc là on le voit plus ou moins. La particule je vais la passer en rouge encore une fois sinon on va pas bien la voir. Je vais l'afficher en cercle. Donc là ma particule rouge elle est ici au centre de mon icône. Très bien. Je vais enlever tout ça. Je vais mettre ça dans un nouvel event. Pour l'instant j'ai juste besoin de ça. Si j'ai aussi besoin de mon display. Donc je vais le déplacer, je vais le remettre là. Ce que je voudrais, c'est que cette particule spawn d'autres particules de temps en temps et que ces nouvelles particules soient en fait des gouttes d'eau qui viennent s'écraser au sol. Donc je vais commencer par utiliser ce qu'on appelle un send-out. Vous allez comprendre après pourquoi. Le send-out, c'est un opérateur qui a presque pas de paramètres. Vous voyez, en fait, il va simplement nous permettre d'envoyer directement des particules dans un autre event. Il n'y a pas de conditions à remplir. Alors, vous pouvez choisir test true for all particules ou no particules. Là, en l'occurrence, je veux que ma particule soit envoyée dans un nouvel event, donc je laisse tel quel, je change rien. Donc là, si je le passe en vert et que j'avance d'une frame, ma particule a été envoyée dans cet event. Ok ? Et à partir de maintenant, je vais utiliser un edge test. Alors l'edge test, en fait, il va permettre, comme son nom l'indique, de tester l'âge d'une particule. Donc il est déjà configuré en particule age, on pourrait choisir event age. On va choisir event age. On pourrait choisir aussi absolute age comme on a vu avec le scale, mais alors là, du coup, ça n'aurait pas de sens pour ce qu'on veut faire. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc là, on va rester en event age. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement relier cet event à un nouvel event. Alors je vais simplement dupliquer un display ici et je vais le relier. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez... En cliquant droit ici sur le petit output, vous pouvez faire en fait un align right, c'est-à-dire changer de côté n'importe quel opérateur qui a un output. Et ici, je vais utiliser un spawn. Et ce spawn là, je vais le relier à un nouvel event. Et je vais lui mettre une gravité, donc je vais utiliser une force. Je vais venir choisir dans ma force la gravité que j'ai gardée tout à l'heure. Si j'avance dans ma timeline, vous voyez que là, j'ai une particule qui vient d'être spawn et qui vient de tomber. Ok, c'est ce que je voulais. Maintenant, je veux que ma particule verte le fasse plusieurs fois de suite. En fait, je veux qu'elle fasse à l'infini. Je vais donc créer une boucle. Pour créer une boucle, ce que je fais, c'est que je reprends le send-out que j'avais là. Je le duplique. Je vais le mettre là. Cet event-là, je peux le supprimer. Et je vais relier le send-out ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle une boucle. Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'envoie une particule dans cet event. Ensuite, je la teste avec un edge test en event age. C'est-à-dire que le test va s'effectuer en fonction de la durée de la particule passée dans cet event. Au bout de 30 frames passés dans cet event, la particule va dans cet event. Elle est envoyée ici. Elle va spawn une particule qui, elle, va tomber, c'est ce qu'on a vu. Et ensuite, après avoir spawn, la particule est renvoyée dans l'event où elle va de nouveau être testée. Et au bout de 30 frames passés dans l'event, elle va ensuite être réenvoyée ici pour respawn, être renvoyée, etc., etc., etc. Et donc là, vous voyez que régulièrement, toutes les 30 frames, à peu près, il y a une goutte d'eau qui tombe. Pourquoi au début j'ai utilisé un send-out? Tout simplement parce que c'est impossible de faire une boucle à partir d'un event qui en fait est l'event du burst. C'est impossible, voilà, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que j'ai été obligé d'utiliser un send-out pour simplement déporter la particule ici. Maintenant, on peut s'amuser à modifier les valeurs ici de test pour pas que la goutte tombe à intervalles trop réguliers, même si dans la vraie vie, quand vous avez un robinet qui coule, qui est mal fermé et qui goutte, les gouttes généralement elles sont régulières.
Mais bon, mettons que je vais mettre 20 frames de différence. Vous voyez qu'on va avoir des gouttes qui vont pas être régulières. Vous voyez, là j'en ai eu 2 d'affilée presque. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est que la petite goutte qui tombe au sol, elle s'éclate contre le sol et elle ait une petite traînée aussi derrière elle. Donc on va prendre l'event, on va simplement faire align right ici pour être un peu plus tranquille. Ça, je peux le supprimer, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici, on va se mettre sur une frame où une goutte est en train de tomber. On va zoomer dessus. Je vais mettre un spawn, 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 spawn. On va refaire la même technique que tout à l'heure. On fait super gaffe à bien relier le spawn à un nouvel event avant de le passer en travel distance. Voilà. Vous voyez qu'ici on a un inherited à 100%, ce qui fait que la vitesse est transmise aux particules qui viennent d'être spawn, et du coup on n'a pas une ligne bien droite. Ce que je veux, c'est un inherited assez faible, avec une divergence à 0, parce que vous voyez, si je mets de la divergence, tout de suite, la direction change. Non, moi je veux des lignes bien droites. Je vais utiliser un delete, que je vais mettre en particle age. Une frame, voilà. Et là, je vais juste faire une parenthèse pour vous montrer la différence entre les différentes valeurs d'integration step. Là, je suis en 1/8, donc la valeur la plus haute dans le viewport. Je vais repasser en quart de frame, et vous voyez qu'on n'a plus du tout la même animation. Entre 1/8 et un quart de frame. En fait, à quoi correspond cette valeur? C'est le nombre de calculs qui va être effectué par particle flow entre chaque frame. Là, actuellement, il y a 8 calculs qui sont effectués entre chaque frame. Ça permet d'être plus précis, d'avoir une simulation parfois plus douce, qui va permettre d'avoir quelque chose de plus maîtrisé, si vous voulez. Donc, c'est pas une obligation de passer en 1/8 de frame. Parfois, pour certains effets, vous voudrez passer en 1/8 de frame, parfois un quart, parfois half, parfois rester en frame dans le viewport. Mettez exactement la même chose au rendu, sinon vous allez avoir une limite différente, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on retourne sur notre spawn by travel, on est ici, on arrive en bas, et en fait, ici, ce que je voudrais, c'est que ma goutte tombe sur le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ici dans mes forces, dans mes déflecteurs, un déflecteur. Je le dessine ici. Et je voudrais que quand ma goutte vienne rebondir sur le sol, elle s'éclate, rebondisse et s'éclate en plusieurs petites gouttes. Donc en fait, il faudrait qu'elle rebondisse à la fois et qu'elle fasse spawn des particules. Comment je peux faire ça? Je peux soit utiliser un collision puis un spawn, mais il y a un opérateur qui s'appelle collision spawn et c'est ce qu'on va utiliser maintenant, qui peut faire les deux en fait. Donc je vais utiliser un collision spawn. Le collision est beaucoup trop fort, comme je vous l'avais déjà expliqué, il ne faut pas que ce soit 1. Voilà, on va essayer de mettre 0,2 peut-être. On va changer la couleur de cet event là pour bien les différencier. Et donc là on voit que le délai de parent est coché, ça veut dire que dès que la collision va être effectuée, la particule va spawn des particules et les envoyer ici, mais elle va aussi mourir instantanément. Donc nous ce qu'on veut, c'est juste le décocher pour l'instant pour vous montrer ce qui se passe. Donc là on a la particule maman, la rouge, la jaune pardon, qui va rebondir et retomber au sol, puisqu'elle continue de subir la gravité tout en étant soumise à la collision. Elle ne va pas continuer de spawn plusieurs fois, elle ne spawn qu'à la première collision, comme indiqué ici. La particule rouge, elle, bon, bah, elle s'envole, hein, puisqu'en fait, elle a récupéré les valeurs de collision ici, donc elle s'envole. Ce que je veux, moi, c'est que, effectivement, la particule jaune disparaisse. Donc je vais faire un delete parent. Mais je veux aussi qu'il n'y ait pas qu'une seule particule qui soit spawn. Je veux que ma goutte, elle s'éclate en plusieurs morceaux. Donc ici, je peux augmenter l'offspring. Et là, vous voyez qu'il va y avoir plusieurs particules qui vont être spawnées. Évidemment, je ne veux pas qu'elles rebondissent à ce point. Si je baisse l'inherited ici, vous voyez que je vais avoir un rebond un peu moins fort. Je vais le baisser encore un peu, on va le mettre à 40. Et surtout, je voudrais mettre de la variation, ça sera un peu plus naturel. Vous voyez, un peu de divergence. Et là, on voit que ma particule s'est explosée en plusieurs morceaux. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est récupérer une gravité qui soit beaucoup moins forte. Elle est à 1000%, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 20. On va augmenter jusqu'à les voir retomber un peu. On va utiliser un collision, ici. Repique notre collider. Notre déflecteur, pardon. Et là, vous voyez que... alors, il faudrait qu'elle meure très rapidement finalement. Il faudrait qu'elle meure au bout de 3-4 frames maximum. Je vais mettre un delete. Alors tout ça dépend aussi du FPS que vous avez. Hein. Si vous bossez en 12 FPS ou en 24, c'est pas pareil. L'animation va changer. Là moi je suis en 30. Donc vous voyez. Je voudrais qu'elle... je voudrais qu'il y ait une variation. Voilà. Et vous voyez que donc le système fait des gouttes à intervalles irréguliers. C'est comme ça qu'on peut réussir à créer un système automatique. On va réactiver ce spawn, on l'avait un peu oublié. On va changer, on va les mettre en vert. Là, ce qu'on voudrait, c'est que cette petite traînée de particules vertes, là, disparaisse lors de l'impact. On voit que ça marche pas. On voit qu'il n'y a même plus d'impact, en fait. Dès que je réactive mon spawn by travel ici. En fait, c'est pour vous dire aussi que l'ordre dans lequel les opérateurs sont posés dans les events peut jouer. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est simplement déplacer le spawn en dessous du collision. Comme ça, c'est le collision qui prend le dessus. On pourrait pousser le vis un peu plus loin en faisant en sorte que ces fragments de gouttes spawnent elles-mêmes d'autres petites gouttes. Spawn by travel.
Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, à savoir mettre un spawn by travel sans le relier. Heureusement, ça n'a pas causé de problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de particules. Mais faites attention quand même à vous, sortez couvert. Donc ce que je veux faire, c'est simplement mettre ça. Voilà. Et donc là, on lit bien la direction dans laquelle vont les petites gouttes qui ont été éjectées. Voilà, on peut avoir quelque chose d'un peu cartoon comme ça. Après, ce qu'il suffirait de faire, c'est de remplacer les particules, enfin leur ajouter une petite shape, comme on avait fait tout à l'heure. Bon, ça, vous savez comment faire maintenant. Donc voilà, on se retrouve avec des systèmes, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, c'est vraiment relativement simple, hein, finalement. Et ça permet de faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que les systèmes qu'on avait vus dans la première vidéo, puisque tout est modulable. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux 2 robinets et pas un seul? Ben, je duplique mon icône ici, j'aurai un deuxième robinet. Et vous voyez que dans le Particle View, un deuxième icône s'est créé, un deuxième PF s'est créé. Il est lui aussi relié ici. Et en fait, les deux icônes, donc les deux particules flow, vont avoir les mêmes informations, puisque les deux sont reliés au même flow de particules ici. Et on peut dupliquer nos systèmes comme ça, si j'en veux 3, 4. Alors le seul problème, c'est que du coup, les animations sont complètement synchronisées. En revanche, ce que vous pouvez faire, dupliquer l'event dans lequel il y a le burst, on va le dupliquer 2 fois, et changer simplement le moment où la particule est émise. Donc si je fais moins 50 ici, si je mets, je sais pas, 14 dans celui-ci, et que je les relie ici et ici, que j'utilise les send-out pour relier ça au reste du flow, hop là, vous voyez que on va se retrouver avec quelque chose de plus désynchronisé. Voilà, donc c'était juste un exemple, hein, vous pouvez dupliquer ça à l'infini. On peut aussi s'en servir pour faire ce qu'on appelle du scattering, donc c'est-à-dire de la diffusion de particules. Donc voilà, on va faire une nouvelle scène pour vous montrer des exemples de scattering, de diffusion d'objets. Je vais prendre des exemples avec des cailloux. Donc j'ai des petits cailloux ici, que je voudrais diffuser sur un terrain. Donc je vais commencer par créer un terrain. Donc je crée un plane que je vais subdiviser. Je vais lui mettre un noise. Juste en Z, on va mettre 25 ici. Voilà. Voilà, c'est juste pour avoir un exemple. Hein. Et je voudrais avoir ces cailloux diffusés grâce à un système de particules sur ce terrain. Donc comment je vais faire? Bah déjà, je vais me créer un système de particules. Alors pour ça, donc j'ouvre mon Particle View. Je crée un empty flow, un burst. Je vais relier les deux. Donc là, j'ai mon flow qui a été créé. Je vais juste le déplacer pour pas qu'il soit en plein milieu du terrain. Je vais lui rajouter un position object. Tout à l'heure, on utilisait un position icon, ce qui fait que les particules étaient positionnées sur l'icône du pflow. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser un position object pour positionner nos particules sur un objet. Et donc, je sélectionne ma plaque, vous voyez. Je vais utiliser maintenant ces cailloux comme particules. Donc, ce que je vais faire, c'est non pas utiliser un shape, mais un shape instance. Je vais pouvoir aller choisir moi-même mes cailloux. Alors, vous voyez qu'on peut entrer qu'un seul objet ici. Donc, la solution, c'est, comme j'ai 3 cailloux, d'aller les grouper. On va faire un groupe, voilà. Et au lieu d'aller piquer les objets, on va piquer le groupe. Et ensuite, lui demander d'aller choisir aléatoirement parmi les membres du groupe. Donc, on coche bien groupe members. Ici, on ne voit toujours pas nos particules parce que le display n'est pas en géométrie. Voilà, donc là, j'ai affiché mes cailloux. Alors, plusieurs problèmes. Déjà, ils font tous la même taille. Donc ça, c'est facile. Hein. Si on met par exemple 40% de variation, il y a des différences. Mais ils sont quand même trop grands, donc on va globalement les baisser. Voilà. On peut en mettre beaucoup plus. On veut les créer tous à la frame 0, évidemment. Voilà, donc là, je pose des cailloux. Et les cailloux sont tous tournés dans la même direction. Ce qu'il faudrait, c'est que les cailloux soient à la fois alignés avec la surface et qu'il y ait une divergence de rotation sur l'axe Z, pour pas qu'ils soient tous tournés dans la même direction. Vous voyez qu'ils pointent exactement tous dans la même direction. Donc il y a une petite astuce pour aligner les objets à la surface, qui consiste finalement à mettre une rotation. Donc là, vous voyez que si je mets une rotation de base en random 3D, ça va pas du tout. L'astuce qu'on va utiliser, en fait, consiste à utiliser un speed by surface. Donc on connaissait le speed by icon, consiste à en fait envoyer des particules en fonction de la direction de l'icône. Nous on va utiliser le speed by surface ici. Je vais désactiver mon rotation pour l'instant. On va ajouter la surface du sol. Et donc là, on voit que nos cailloux s'envolent en fait. On va mettre une valeur très très basse. On va mettre 0,1. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la rotation en lui demandant d'utiliser la vitesse. On va faire communiquer ces deux opérateurs finalement. On va lui demander d'utiliser la vitesse. Alors, du coup, ils sont tous dans le sol. Peut-être que si on change certains paramètres jusqu'à trouver le bon alignement, ça peut être un peu long parfois, mais je crois que c'est ça. Donc là, nos cailloux, vous voyez, ils sont à la fois alignés à la surface, et ce qu'on peut faire, c'est leur ajouter, si on se met en speed space, et pas en speed space follow,
On va pouvoir leur rajouter de la divergence. Donc si je rajoute de la divergence, évidemment, mes cailloux font n'importe quoi, mais je peux restrict la divergence sur un seul axe. Je voudrais que ce soit l'axe Z. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les cailloux bougent quand même un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut simplement, sur le position ici, dire lock on emitter. Donc les cailloux ne vont absolument plus bouger. Et c'est comme ça qu'on peut, voilà, très simplement diffuser des cailloux. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être des arbres, des objets, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Imaginons maintenant que je souhaite qu'il y ait des endroits où il y ait moins de particules que d'autres. J'ai deux solutions. Soit je peux utiliser dans le position object ici une densité by material. Donc là, j'utiliserai par exemple une texture. Je vais venir créer donc un noise que je vais venir appliquer à ma plaque. Je l'affiche dans le viewport. Le noise est super grand. On va le mettre à 30. On va le contraster. Voilà, le contraster. Et je vais venir cocher ici delete particle if invalid. Parfois, il faudra rafraîchir le pflow pour que ça le prenne bien en compte. N'hésitez pas à jouer avec les différentes options que vous avez ici. Voilà. Il va faire spawn des particules uniquement sur les zones blanches. Et vous voyez que j'ai toujours 1595 particules, c'est-à-dire qu'il a placé 1595 particules uniquement sur les zones blanches. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser une séparation. Si je veux qu'il y ait moins de pénétration entre mes cailloux, on voit qu'il y a des pénétrations parfois. Ce que je peux faire, c'est augmenter la séparation. Voilà. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus uniforme. Maintenant, si j'ai des cailloux qui me gênent en particulier, ce que je peux faire, c'est venir sélectionner mon système de particules, aller ici dans le PF Source, dérouler le petit menu ici, choisir particules. Je suis bien en sélection de particules et pas d'event, hein, attention. Et je vais pouvoir venir sélectionner des particules. Voilà, à la main. Je clique ici pour que la sélection soit sauvegardée. Je vais venir dans mon système, donc je rouvre mon système de particules, je vais mettre un delete. Alors mon petit delete il est là. Là ça me supprime toutes les particules et plutôt que de choisir all, je vais mettre selected particle only. Et là vous voyez, il a supprimé les particules à la volée. Voilà. Je voulais insister sur le concept d'ID de particules. Je vous en avais un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc si vous allez dans le display ici et que vous affichez les particules ID, donc show particle ID ici, vous voyez des numéros apparaître à l'emplacement des particules. En fait, ces numéros correspondent vraiment à la carte d'identité des particules. Chaque particule a un numéro en fonction de sa naissance. Donc là, il y a 1595 particules qui ont été créées, donc il y a forcément 1595 cartes d'identité entre guillemets différentes. Un ID, c'est vraiment une identité, quoi. Et chaque particule a son propre ID. Voilà, elle a son propre numéro. Donc là, c'est 1581, 1346, la 288. Ça va être important pour la suite. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et quand je vous disais que les particules avaient des informations, ça en fait partie. Quelques petites astuces quand même, avant qu'on arrête sur Particle Flow. Vous avez dans Particle Flow ce qu'on appelle les data opérateurs. Alors les data opérateurs, c'est une sorte de Particle Flow dans Particle Flow. Donc c'est un opérateur, vous pouvez le prendre ici. Et si vous allez dans ces paramètres, vous voyez ici il y a un bouton qui s'appelle Edit Data Flow. Vous cliquez dessus et là vous avez une fenêtre qui apparaît qui va être en fait une sorte de mini Particle Flow à l'intérieur d'un event, mais qui va permettre de gérer des fonctions mathématiques, des vecteurs, qui va permettre de modifier les particules pour répondre à des problématiques auxquelles les opérateurs basiques de pflow n'ont pas de solution. Vous avez des data opérateurs qui sont déjà existants, donc si vous allez dans Data Preset, vous en avez ici qui existent déjà. Donc chacun a une description, vous pouvez les utiliser. Vous avez également la possibilité de scripter. Alors on va pas le faire ici, on le fera après avec Tyflow, mais dans pflow on le fera pas ici. Le script il est là. Ça a été créé en 2002, donc il y a 18 ans maintenant. Vous avez ici toute la documentation pour le script. Je vais vous parler de quelques petites astuces qu'il peut y avoir dans Particle Flow, notamment l'opérateur note ici, qui permet tout simplement d'écrire des notes, hein, si jamais vous envoyez votre scène à quelqu'un, pour lui expliquer comment fonctionne un système. Vous pouvez également faire clic droit sur un opérateur Comments et écrire ce que vous voulez. Cet opérateur est un opérateur très gentil. Voilà.
Et donc si je fais OK, vous voyez qu'ici il y a une petite marque rouge qui apparaît sur l'opérateur. Si je clique ici, j'ai accès à une explication, voilà, au texte que j'ai écrit tout à l'heure. Vous pouvez aussi afficher ici dans Track Update Particle Count le nombre de particules qu'il y a dans les events. Donc là, je sais qu'il y a 1595 particules en tout. Vous avez aussi des petites options, turn off all, voilà, ça va tout éteindre, turn on all. Vous pouvez dupliquer des opérateurs en instance, ça peut être utile. Comme ça, vous n'avez pas besoin de répéter tout le temps les opérations quand vous faites des changements. Donc vous voyez que les opérateurs instanciés, quand vous cliquez dessus, ils sont en surbrillance. Voilà, donc on voit que le shape instance ici est instancié avec celui-ci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des grands principes de particle flow. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc TyFlow.